La Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1945, mais le combat contre le nazisme ne s'est pas arrêté là. De nombreux criminels de guerre nazis ont en effet réussi à échapper à la justice en fuyant vers l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient ou d'autres régions du monde, grâce à des réseaux clandestins appelés les ratlines. Mais ils n'étaient pas à l'abri de la traque de ceux qui voulaient les faire payer pour leurs atrocités. Parmi ces chasseurs de nazis, on trouve Simon Wiesenthal ou bien Serge et Beat Klarsfeld, qui ont consacré leur vie à rechercher et à dénoncer les anciens nazis avec l'aide du service secret israélien, le Mossad. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont poursuivi les nazis jusqu'au bout du monde, au nom de la mémoire et de la justice. Bon visionnage. Le procès de Nuremberg est l'un des événements les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. Il s'agit du premier procès international visant à juger les principaux responsables du régime nazi, accusés de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il se déroule du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 dans le palais de justice de Nuremberg, en Allemagne, et aboutit à la condamnation de 12 accusés à la peine de mort, de 7 à des peines de prison et à l'acquittement de 3. Il introduit également pour la première fois la notion de crime contre l'humanité dans le droit international et pose les bases de la justice internationale moderne. Le procès de Nuremberg est en effet le résultat de la volonté des Alliés de faire rendre des comptes aux criminels de guerre nazis après les horreurs révélées par la libération des camps de concentration et d'extermination. Dès 1943, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS se mettent d'accord sur le principe d'un procès international lors de la conférence de Moscou. Ils sont rejoints par la France en 1945 après la conférence de Yalta. Les quatre puissances signent ainsi le 8 août 1945 le statut du tribunal militaire international qui définit les règles du procès et les chefs d'accusation. Le choix du lieu du procès se porte sur la ville de Nuremberg, symbole du nazisme, où se tenaient les grands rassemblements du parti et où avaient été promulguées les lois antisémites de 1935. Le palais de justice de la ville, l'un des rares bâtiments à avoir survécu au bombardement, est en ce sens réaménagé pour accueillir le procès. Une prison est même construite à proximité pour détenir les accusés, en l'occurrence les principaux responsables du régime nazi, à l'exception des plus hauts dirigeants comme Hitler, Goebbels ou Himmler, qui se sont suicidés à la fin de la guerre. Au total, 24 accusés sont sélectionnés représentant les différents secteurs du pouvoir nazi, le parti, l'armée, la diplomatie, l'économie, la propagande ou bien la justice. Parmi eux, on trouve notamment Hermann Göring, le numéro 2 du régime, fondateur de la Gestapo et chef de la Luftwaffe, mais également Rudolf Hess, le secrétaire particulier d'Hitler, qui avait tenté une mission secrète en Angleterre en 1941. Également Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères qui avait signé le pacte germano-soviétique en 1939. Wilhelm Kettel, le chef d'état-major de la Wehrmacht, qui avait ordonné les exécutions sommaires de prisonniers de guerre et de civils. Alfred Rosenberg, le théoricien du nazisme, qui avait supervisé la spoliation et l'extermination des Juifs d'Europe de l'Est. Julius Streicher, le rédacteur en chef du journal antisémite Der Stürmer. Albert Speer, le ministre de l'Armement, qui avait utilisé le travail forcé des déportés, ou bien encore Hans Frank, le gouverneur général de la Pologne occupée, responsable du massacre de millions de Polonais et de Juifs. Le tribunal est quant à lui composé de 4 juges, un par pays allié, assistés de 4 suppléants. Il s'agit donc de Geoffrey Lawrence du Royaume-Uni qui préside le tribunal, Francis Biddle des États-Unis, Henri Donnedieu de Vabre de France et Yona Nikitchenko de l'URSS. Chaque pays dispose également d'un procureur chargé de présenter les charges contre les accusés, en l'occurrence Robert H. Jackson des États-Unis, qui dirige l'accusation, Hartley Shawcross du Royaume-Uni, François de Menton, puis Auguste Champetier de Ribes pour la France, et enfin Roman Rutenko de l'URSS. Du côté des accusés, ces derniers sont défendus par des avocats allemands
choisis par eux-mêmes ou désignés par le tribunal. Certains, comme Göring ou Hess, tentent bien de se défendre eux-mêmes, mais sont rapidement rappelés à l'ordre par le tribunal. Le procès de Nuremberg s'ouvre donc le 20 novembre 1945 dans la grande salle du palais de justice, aménagée pour l'occasion avec des micros, des caméras et des cabines d'interprétation. Il est en effet retransmis en direct à la radio et filmé pour les actualités cinématographiques et se déroule en 4 langues, anglais, français, allemand et russe. La première séance est consacrée à la lecture de l'acte d'accusation qui comporte 4 chefs d'accusation. Tout d'abord, le complot qui vise à démontrer l'existence d'un plan concerté pour commettre des crimes, mais également les crimes contre la paix qui concernent la préparation et le déclenchement de guerres d'agression, ou bien encore les crimes de guerre qui portent sur les violations des lois et coutumes de la guerre, comme les massacres, les tortures ou bien les pillages. Et enfin, les crimes contre l'humanité qui englobent les persécutions, les déportations, les exterminations ou bien les expériences médicales commis contre des populations civiles pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Les accusés sont ensuite invités à plaider coupables ou non coupables. À noter que Martin Bormann, le secrétaire du parti nazi, est quant à lui jugé par contumace, car il a disparu à la fin de la guerre. Un cadavre sera découvert lors de travaux de voirie à Berlin en 1972 et par la suite officiellement identifié comme étant celui de Bormann, bien que des rumeurs sur sa fuite en Amérique latine aient longtemps persisté jusqu'en 1998, date d'un contrôle de l'ADN sur le cadavre. Quoi qu'il en soit, les audiences se poursuivent pendant 10 mois, au cours desquelles l'accusation et la défense présentent leurs arguments, leurs preuves et leurs témoins. L'accusation dispose d'un matériel considérable issu des archives du régime nazi qui attestent de la planification et de l'exécution des crimes. Elle diffuse également des films et des photos des camps de concentration qui choquent profondément l'opinion publique. Elle appelle également à la barre des témoins directs des atrocités comme des survivants des camps, des résistants ou bien des diplomates. Elle s'efforce enfin de démontrer la responsabilité individuelle et collective des accusés, ainsi que celle des organisations nazies comme le parti, la SS ou bien la Gestapo. La défense, quant à elle, tente bien évidemment de minimiser ou de nier les faits en invoquant l'ignorance, l'obéissance, la contrainte, la légalité ou bien la responsabilité des vainqueurs. Elle cherche à discréditer le tribunal en le qualifiant de justice des vainqueurs, de justice rétroactive ou bien de justice politique. Elle fait appel en ce sens à des témoins qui tentent de justifier ou d'excuser les actes des accusés, comme des militaires, des fonctionnaires ou bien des experts. Elle met ainsi en avant les aspects positifs ou humanitaires de certains accusés comme Speer, qui aurait tenté de saboter la politique d'Hitler, ou Schardt, qui aurait soutenu la résistance allemande. Le procès est également marqué par les interventions et les comportements des accusés qui révèlent leur personnalité et leur motivation. Certains, comme Göring, adoptent une attitude arrogante et provocatrice, cherchant à dominer le procès et à défendre le nazisme. D'autres, comme Hess, feignent la folie ou l'amnésie, espérant échapper à la condamnation. D'autres encore, comme Speer, expriment des regrets ou bien des remords reconnaissant la criminalité du régime. Au final, le procès de Nuremberg se termine le 1er octobre 1946 par la lecture du verdict et des sentences. Sur les 24 accusés, 12 sont condamnés à la peine de mort par pendaison, 7 à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité et 3 sont acquittés. Les condamnés à mort sont Hermann Göring, qui se suicide la veille de son exécution en avalant une capsule de cyanure, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Kettel, Ernst Kaltenbrunner, le chef de la sécurité du Reich, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, le ministre de l'Intérieur, Julius Streicher, Fritz Schaukel, le responsable du travail forcé, Alfred Jodl, le chef des opérations militaires, Arthur Seyss-Inquart, le commissaire du Reich aux Pays-Bas, et comme dit précédemment, Martin Bormann, qui est donc condamné par contumace. Parmi les condamnés à la prison, on retrouve Rudolf Hess, qui écope de la perpétuité, Walter Funk, le ministre de l'économie, qui est également condamné à la perpétuité, ainsi que Erich Raeder, le commandant en chef de la marine. Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes, écope quant à lui de 20 ans, de même que Albert Speer, Konstantin von der Rath, le protecteur de Bohême-Moravie, 15 ans, et enfin Karl Dönitz, le successeur d'Hitler à la tête du Troisième Reich, de 10 petites années. A noter qu'il y a tout de même des acquittements, notamment Hans Fritsch,
le chef du service de propagande, Franz von Papen, le vice-chancelier, ou bien encore Hjalmar Schacht, le président de la Reichsbank. Le tribunal prononce également la dissolution et la confiscation des biens des organisations nazies, comme le Parti, la SS ou bien la Gestapo. Les sentences sont ainsi exécutées le 16 octobre 1946 dans la prison de Nuremberg, sauf pour Göring et Bormann. Les corps des pendus sont incinérés et leurs cendres dispersées dans un cours d'eau. Le procès de Nuremberg a eu un impact considérable sur l'histoire et le droit international. Il a permis de révéler au monde l'ampleur et la nature des crimes du nazisme et de rendre justice aux victimes. Il a également posé les principes fondamentaux du droit international humanitaire, comme la responsabilité individuelle des criminels de guerre, la protection des populations civiles ou bien la prohibition de la torture. Il a inspiré la création de tribunaux internationaux pour juger les crimes commis dans d'autres conflits comme le génocide rwandais ou bien l'ex-Yougoslavie. Il a enfin contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948. Le procès de Nuremberg n'a cependant pas été exempt de critiques, notamment sur sa légitimité, sa partialité, sa sélectivité ou bien sa sévérité. Certains ont même dénoncé une justice des vainqueurs qui n'a pas jugé les crimes commis par les Alliés, comme par exemple les bombardements de Dresde ou de Hiroshima. D'autres ont regretté que certains criminels nazis aient échappé au procès, comme Adolf Eichmann, le responsable de la solution finale, ou bien Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz. D'autres encore ont estimé que le procès n'a pas permis de comprendre les causes profondes du nazisme, ni de prévenir sa résurgence. Le procès de Nuremberg reste néanmoins un événement historique majeur qui a marqué les consciences et les mémoires. Il a été immortalisé par de nombreux films, livres ou pièces de théâtre. Il a été suivi par d'autres procès qui ont jugé des milliers de criminels nazis de rang inférieur en Allemagne, en Israël ou ailleurs. Il a été aussi commémoré par des monuments, des musées ainsi que des expositions, mais également étudié par des historiens, des juristes et des philosophes. Il a été en somme un tournant dans l'histoire de l'humanité qui a posé la question de la responsabilité et de la justice face au mal absolu. Le réseau Odessa, pour Organisation der Ermalingen SS Angehörigen, en français, l'organisation des anciens membres de la SS, était une organisation secrète qui aurait aidé des criminels de guerre nazis à fuir l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le réseau Odessa aurait été fondé en 1946 par Otto Skorzeny, un ancien commando SS qui avait participé à la libération de Mussolini. Le réseau Odessa aurait bénéficié du soutien de certains pays neutres ou sympathisants du nazisme, comme l'Espagne, l'Argentine, le Paraguay ou l'Égypte. Le réseau Odessa aurait également utilisé des filières d'évasion existantes, comme la route des monastères, qui passait par l'Italie et le Vatican. Le réseau Odessa aurait permis à des milliers de nazis de se réfugier en Amérique du Sud, en Afrique ou au Moyen-Orient, où ils auraient continué à propager leur idéologie et à commettre des crimes. Parmi les fugitifs les plus célèbres, on peut citer Adolf Eichmann, le responsable de la logistique et de la solution finale, Joseph Mengele, le médecin tortionnaire d'Auschwitz, ou bien Klaus Barbie, le boucher de Lyon. L'opération Paperclip est le nom de code d'un programme secret américain lancé à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour récupérer les talents scientifiques allemands et les ramener aux États-Unis. Ce programme visait à profiter de l'expertise technologique et scientifique des chercheurs allemands, notamment dans les domaines de l'aérospatiale, de l'armement, de la médecine et de la physique. Cependant, derrière cette opération se cache une histoire sombre et controversée qui soulève des questions éthiques et morales importantes. En effet, parmi les scientifiques recrutés, certains étaient des membres du parti nazi impliqués dans des crimes de guerre ou des expériences inhumaines sur des prisonniers dans les camps de concentration. L'opération Paperclip a ainsi permis à des criminels de fuir la justice, mais aussi de diffuser leur idéologie et leurs techniques dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'espace. L'opération Paperclip trouve ses origines dans la volonté des États-Unis de contrer les avancées scientifiques de l'Allemagne nazie
qui disposaient d'armes secrètes comme les fusées V2, les avions à réaction ou bien les bombes volantes. Dès 1944, les États-Unis lancent l'opération Overcast, qui consiste à envoyer des agents en Europe pour capturer et interroger des scientifiques allemands et récupérer leurs plans, leurs machines et leurs formules. Parmi les premiers scientifiques capturés, il y a Werner von Braun, le père des fusées V2, qui se rend aux Américains en mai 1945 avec une partie de son équipe. Cependant, en juillet 1945, un mémorandum confidentiel de l'état-major américain recommande que ces esprits talentueux et rares, à la productivité intellectuelle hors du commun, soient placés à notre service, prédisant une guerre totale contre l'URSS d'ici 1952, anticipant donc la future confrontation entre les deux grands vainqueurs de la guerre. L'opération Overcast devient alors l'opération Paperclip, du nom des trombones utilisés pour attacher les dossiers des scientifiques allemands. Le but de l'opération est donc de transférer les scientifiques allemands aux États-Unis en leur fournissant de faux papiers, de l'argent et des contacts. L'opération est menée par la Joint Intelligence Objectives Agency, JIOA, une agence de renseignement créée pour l'occasion qui dépend du département de la Défense. À noter qu'officiellement, environ 1600 scientifiques, ingénieurs et chercheurs ont été recrutés dans le cadre de l'opération Paperclip. Ces individus étaient issus de différents domaines scientifiques et techniques, tels que l'aérospatiale, la médecine, la physique, l'ingénierie, mais également d'autres disciplines liées aux avancées technologiques et scientifiques de l'époque. L'objectif principal de l'opération était d'exploiter les connaissances et l'expertise de ces scientifiques allemands pour le bénéfice des États-Unis, en particulier dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'espace. L'opération Paperclip a ainsi permis aux États-Unis d'accéder à un savoir-faire technologique de pointe et a grandement contribué au développement du programme spatial américain, notamment avec la création de la NASA. Parmi les scientifiques recrutés, certains étaient des membres éminents du parti nazi qui avaient participé à des activités criminelles, notamment des expériences humaines sur des prisonniers dans des camps de concentration. On peut donc citer bien évidemment Werner von Braun, le célèbre père de la fusée Saturn V de la NASA, qui a permis aux États-Unis d'envoyer des hommes sur la Lune et qui était donc un membre du parti nazi ainsi qu'un officier SS. Durant la guerre, il fut responsable du développement des fusées V2 qui furent utilisées pour bombarder Londres et Anvers, faisant des milliers de victimes civiles. Il était également au courant de l'utilisation du travail forcé des déportés dans l'usine souterraine de Dora Mittelbau, où les conditions de vie étaient atroces et où plus de 20 000 personnes sont mortes. Citons également Kurt Blom, le directeur adjoint du service de santé du Reich, qui a été recruté par l'armée américaine pour travailler sur les armes biologiques. Il était accusé quant à lui d'avoir mené des expériences sur des prisonniers dans le camp de concentration de Ravensbrück, notamment en les infectant par le typhus, la tuberculose ou bien le choléra. Il a été jugé pour cela lors du procès des médecins à Nuremberg, mais a été acquitté faute de preuves. Enfin, Hubertus Strunkhold, le père de la médecine spatiale, qui a travaillé pour la NASA et a donné son nom à un prix prestigieux dans ce domaine. Il était quant à lui impliqué dans des expériences sur des prisonniers dans le camp de Dachau, où il a testé les effets de l'altitude, du froid, de la déshydratation ou de la privation d'oxygène sur le corps humain. Il a également supervisé des recherches sur les gaz toxiques, les drogues ou bien les maladies infectieuses. L'opération Paperclip a bien évidemment fait l'objet de nombreuses controverses, tant sur le plan juridique que sur le plan éthique. En effet, elle a tout simplement violé les accords de Potsdam, signés en août 1945 par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, qui stipulaient que les criminels de guerre devaient être arrêtés et jugés. L'opération Paperclip a également contourné les lois d'immigration américaines qui interdisaient l'entrée sur le territoire des membres du parti nazi ou des personnes ayant commis des actes hostiles aux États-Unis. Pour cela, la JIOA a falsifié ou occulté les dossiers des scientifiques allemands, en effaçant ou en minimisant leurs liens avec le nazisme ou leurs crimes de guerre. L'opération Paperclip a également soulevé des questions morales quant à la légitimité de recruter et de protéger des individus qui avaient participé à des atrocités au nom de la science ou de la sécurité nationale. Elle a ainsi permis à des criminels de fuir la justice, mais aussi de continuer leur carrière scientifique aux États-Unis, parfois même en obtenant des postes de haut niveau ou bien des distinctions honorifiques. Cela a également posé le problème de la responsabilité des États-Unis
vis-à-vis des victimes du nazisme, notamment des survivants des camps de concentration qui ont été choqués ou indignés d'apprendre que leurs bourreaux avaient été accueillis et récompensés par les États-Unis. L'opération Paperclip n'a été rendue publique qu'en 1973, suite à une enquête du journaliste Clarence Lasby. Depuis, de nombreux documents ont été déclassifiés, révélant l'ampleur et les détails de l'opération. Plusieurs livres, films ou documentaires lui ont même été consacrés. Une opération d'exfiltration de grande envergure donc, qui reste encore de nos jours un sujet sensible et controversé de l'histoire de l'après-guerre. La dénazification est le nom donné à l'initiative des Alliés pour éliminer l'idéologie et l'influence nazie de la société, de la culture, de la presse, de l'économie, de la justice et de la politique allemande et autrichienne après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de retirer du pouvoir et de l'influence à ceux qui avaient été membres du parti nazi ou de la SS, de dissoudre ou de rendre impuissantes les organisations associées au nazisme et de juger les nazis les plus en vue pour crimes de guerre lors des procès de Nuremberg de 1946. Ce programme a été lancé après la fin de la guerre et a été consolidé par l'accord de Potsdam en août 1945. À noter que le terme de dénazification a été utilisé pour la première fois en tant que terme juridique en 1943 par le Pentagone américain, destiné à être appliqué dans un sens restreint en référence au système juridique allemand d'après-guerre. Cependant, il a ensuite pris un sens plus large. Quoi qu'il en soit, l'objectif de la dénazification était de purifier politiquement la société allemande et de s'assurer que les personnes impliquées dans le régime nazi étaient exclues des postes importants dans la société et les futures institutions étatiques. Il était relativement simple d'abroger les lois nazies, de supprimer les symboles du régime national-socialiste de l'espace public, de retirer les livres indésirables des bibliothèques, d'effacer les croix gammées sur les formulaires et les documents et de changer les noms des rues. Un problème beaucoup plus grand était de savoir quoi faire des quelques 8,5 millions de membres du parti nazi et des millions d'autres sur une population allemande de 70 millions qui avaient appartenu à une organisation nazie ou à une autre. Quoi qu'il en soit, c'est immédiatement après la fin de la guerre que les nazis actifs et les fonctionnaires, en particulier la police et les membres de la SS, ont été destitués de leur poste par les Alliés et soumis à une arrestation automatique. Entre 1945 et 1950, les Alliés ont détenu préventivement plus de 400 000 Allemands dans des camps d'internement sans examen au cas par cas. Dans la zone d'occupation soviétique, ce n'étaient pas seulement les anciens nazis, mais aussi de nombreuses personnes que les soviétiques considéraient comme des opposants politiques qui étaient détenus dans ce qu'on appelait des camps spéciaux. Il y avait cependant un désaccord entre les 4 puissances occupantes sur les modalités de la purification politique. Au départ, il n'y avait ni une ligne de conduite commune, ni un objectif commun, et les procédures de dénazification différaient en conséquence. Ce n'est qu'en janvier 1946, après de longues discussions, que le Conseil de contrôle allié a publié la directive numéro 24, contenant des lignes directrices pour une approche coordonnée dans toute l'Allemagne. Les puissances occupantes ont également confié la responsabilité de la dénazification aux Allemands dès 1945-1946. En effet, dans chaque zone d'occupation, diverses formes de commissions, de comités et de tribunaux de dénazification appelés Spruchkammer, composés d'anciens résistants, de syndicalistes, de juges professionnels et laïcs et de personnes similaires ont pris l'habitude d'examiner les individus soupçonnés. Ainsi, dans le Berlin quadripartite, il y avait une procédure commune pour les 4 puissances, du moins sur le papier. La classification et la décision des Spruchkammer, commissions et comités, se faisant sur la base d'un questionnaire complet. Le processus de dénazification a néanmoins perdu une grande partie de sa crédibilité. Une raison à cela, l'hostilité locale qui survenait très souvent contre les Allemands qui aidaient à administrer les tribunaux. Début 1947, les Alliés détenaient environ 90 000 nazis en détention, 1 900 000 autres étaient interdits de travailler autrement qu'en tant que travailleurs manuels. La dénazification a par la suite été menée de manière de plus en plus clémente et tiède jusqu'à son abolition officielle en 1951. De plus, le programme était très impopulaire en Allemagne de l'Ouest
où de nombreux nazis conservaient des positions de pouvoir. Une impopularité partagée par le nouveau gouvernement ouest-allemand, Konrad Adenauer, qui déclara à l'époque que la fin du processus était nécessaire pour le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. En revanche, la dénazification en Allemagne de l'Est était considérée comme un élément essentiel de la transformation en une société socialiste, et le pays était plus strict dans son opposition au nazisme que son homologue. Elle a été de ce fait plus radicale et plus rapide que dans les autres zones d'occupation, mais elle a aussi été plus sélective et plus instrumentalisée. Les autorités soviétiques ont en effet utilisé la dénazification comme un moyen de consolider leur pouvoir sur la zone, de réprimer toute opposition et de légitimer le régime communiste. Elles ont également favorisé la réintégration des anciens nazis qui acceptaient de se convertir au communisme et minimiser leurs propres responsabilités dans les crimes de guerre commis contre les Allemands. La condamnation des nazis en Allemagne de l'Est a donc été marquée par des contradictions, des compromis et des ambiguïtés qui ont inéluctablement laissé des traces durables dans la société et la mémoire allemande. La Croix-Rouge, fondée en 1863, est une organisation internationale qui a pour but de protéger et d'assister les victimes de guerre, de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Elle est composée d'un comité international, CICR, basé à Genève et de sociétés nationales dans chaque pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge a donc tenté de remplir sa mission humanitaire malgré les difficultés et les obstacles imposés par les belligérants. Elle a notamment distribué des colis de secours aux prisonniers de guerre, visité les camps de concentration, soigné les blessés et les malades et facilité les échanges de correspondance entre les familles séparées. Après la guerre, la Croix-Rouge a continué à fournir une assistance aux millions de personnes déplacées, réfugiées ou apatrides qui se trouvaient en Europe. Elle a notamment mis en place un service de recherche des personnes disparues et délivré des certificats de voyage, appelés passeports Nansen, aux personnes qui n'avaient pas de nationalité reconnue ou de documents d'identité valides. Ces passeports Nansen, appelés d'après le diplomate norvégien Fridtjof Nansen, qui les avait créés en 1922 pour les réfugiés russes, permettaient aux titulaires de voyager dans certains pays sous réserve de l'obtention d'un visa. C'est donc par ce biais que de nombreux nazis en fuite ont réussi à obtenir des documents d'identité de la Croix-Rouge en se faisant passer pour des réfugiés allemands, autrichiens ou baltes. Ils ont ainsi profité du fait que le CICR, débordé par les demandes, ne vérifiait pas systématiquement l'identité et les antécédents des requérants et se basait sur les attestations fournies par les autorités locales, les organisations caritatives ou les églises. De ce fait, entre 1947 et 1951, le CICR a délivré environ 120 000 passeports Nansen, dont environ 8 000 à des anciens nazis ou collaborateurs. Parmi eux, on trouve des criminels de guerre notoires comme Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Klaus Barbie, Erich Priebke ou bien Walter Hauff. Le CICR a reconnu en 1996 qu'il avait commis des erreurs dans la délivrance des passeports Nansen et qu'il avait été victime de la manipulation de certains de ses employés ou de ses partenaires qui avaient des sympathies pour le régime nazi ou des intérêts personnels. Il a également affirmé qu'il n'avait pas eu connaissance des filières d'évasion organisées par les nazis et qu'il avait agi de bonne foi dans le respect de ses principes humanitaires. Autre acteur responsable de la fuite de nazis après-guerre, le Vatican. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Saint-Siège a adopté une position de neutralité tout en cherchant à maintenir des relations diplomatiques avec les différents belligérants. Le pape Pie XII, élu en 1939, a ainsi été critiqué pour son silence face aux atrocités commises par le régime nazi, notamment le génocide des Juifs. Il a néanmoins condamné à plusieurs reprises les violences et les persécutions et a encouragé les catholiques à venir en aide aux victimes. Il a également œuvré en coulisses pour favoriser la paix et la réconciliation. Après la guerre, le Vatican a continué à jouer un rôle diplomatique et humanitaire en soutenant les efforts de reconstruction et de rétablissement de la démocratie en Europe. Il a également contribué à l'assistance aux réfugiés en collaboration avec la Croix-Rouge, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et d'autres organisations. Il a notamment créé un bureau spécial, le Pontificio Institute di Sant'Ambrogio, chargé de diriger des certificats de baptême aux personnes qui en faisaient la demande sans vérification préalable. Ces certificats de baptême servaient ensuite à obtenir des passeports Nansen
ou bien des visas auprès des autorités civiles ou des consulats. C'est ainsi que certains membres du clergé catholique ont facilité la fuite de nazis en leur fournissant des documents d'identité, souvent sous de faux noms. Ces membres du clergé agissaient soit par conviction idéologique, soit par compassion, soit par crainte de représailles soviétiques. Ils bénéficiaient parfois de la complicité ou de la bienveillance de certains diplomates ou agents secrets qui voyaient dans les anciens nazis des alliés potentiels contre le communisme. Parmi les filières d'évasion les plus connues, on trouve celle du réseau Odessa, dirigé par l'ancien SS Otto Skorzeny, celle du réseau Spin, dirigé par l'ancien SS Wilhelm Hotel, et celle du réseau San Girolamo, dirigé par le prêtre croate Krunoslav Draganovic. Ces filières utilisaient principalement les ports italiens de Gênes, Naples ou Rome pour embarquer les fugitifs vers l'Argentine, le Brésil, le Paraguay ou bien la Syrie. Le Vatican a toujours nié avoir été impliqué dans ces filières d'évasion et avoir eu connaissance des activités de certains de ses membres. Il a affirmé qu'il n'avait pas eu l'intention d'aider les criminels nazis, mais qu'il avait agi par charité chrétienne envers les personnes dans le besoin, sans distinction de nationalité, de religion ou d'idéologie. Il a également souligné qu'il avait aidé de nombreux juifs et autres victimes du nazisme à survivre ou à fuir la persécution. Simon Wiesenthal est un célèbre chasseur de nazis qui a consacré sa vie à rechercher et à faire juger les criminels de guerre responsables de l'Holocauste. Rescapé de plusieurs camps de concentration, il a fondé après la guerre le Centre de documentation juive à Linz, puis le Centre Simon Wiesenthal à Los Angeles, qui poursuit son œuvre de justice et de mémoire. Il a ainsi contribué à l'arrestation ou à la condamnation de plus de 1100 anciens nazis, dont Adolf Eichmann, Franz Stangl, Karl Silberbauer ou Alois Brunner. Il a également écrit plusieurs livres et reçu de nombreuses distinctions pour son combat contre l'antisémitisme, le racisme et le négationnisme. Simon Wiesenthal naît en 1908 à Buczach, en Galicie, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Il étudie l'architecture à Prague et travaille comme ingénieur en Pologne. En 1936, il épouse Sheila Müller, avec qui il aura une fille, Paulinka. Après l'invasion de la Pologne par les nazis en 1939, il est arrêté et envoyé dans un camp de travail forcé. Il parvient à s'évader, mais est repris et transféré dans un ghetto. Il échappe de peu à la liquidation de ce même ghetto en 1943 grâce à un faux certificat de décès. Il est ensuite déporté dans plusieurs camps de concentration, dont Janowska ou Mauthausen. Il survit à la marche de la mort et est libéré par les Américains en mai 1945. C'est là qu'il apprend que 89 membres de sa famille ont été tués pendant la Shoah, dont sa mère. Il retrouve néanmoins son épouse, qui a survécu en se faisant passer pour une Polonaise catholique. Dès la fin de la guerre, Simon Wiesenthal se lance dans la traque des nazis en fuite, avec l'aide d'autres survivants. Il recueille des témoignages, des documents, des photos, des noms, et les transmet aux autorités alliées. Il collabore notamment avec le Bureau des services stratégiques, l'OSS, ancêtre de la CIA, et le War Crimes Branch, chargé de poursuivre les criminels de guerre. Il participe également à l'identification de plusieurs responsables du génocide, dont Gustav Wagner, commandant adjoint du camp de Sobibor, ou bien Hermine Braunsteiner, gardienne sadique du camp de Bajnadek. Il ouvre en 1947 le centre de documentation juive à Linz, en Autriche, où il y rassemble des milliers de documents sur les anciens nazis. Il s'installe ensuite à Vienne, où il continue son travail de recherche et de dénonciation. Le plus grand succès de Simon Wiesenthal est sans doute la capture d'Adolf Eichmann, l'un des principaux organisateurs de la solution finale. Eichmann était le chef du bureau 4P4 du RSHA, le service de sécurité du Reich, chargé des affaires juives. Il était responsable de la déportation et de l'extermination de millions de juifs d'Europe. Après la guerre, il s'était enfui en Argentine sous le nom de Ricardo Clement. Simon Wiesenthal avait reçu des informations sur sa présence en Amérique du Sud dès 1953, mais il n'avait pas réussi à le localiser précisément. Il avait transmis ses renseignements au Mossad, le service secret israélien, qui lança dès lors une opération secrète pour le retrouver. En 1960, grâce à un informateur, le Mossad repéra Eichmann à Buenos Aires, où il travaillait comme ouvrier dans une usine. Le 11 mai 1960, un commando israélien
enleva donc Eichmann et l'emmena clandestinement en Israël, où il fut jugé pour crimes contre l'humanité. Il fut reconnu coupable et condamné à mort pour pendaison le 15 décembre 1961, l'exécution ayant lieu le 31 mai 1962. Simon Wiesenthal suivit le procès avec attention et salua la capture d'Eichmann comme une victoire de la justice. Une victoire qui révéla également au monde entier le rôle qu'il avait joué dans la traque du criminel nazi, ce qui lui valut une renommée internationale. Après la capture d'Eichmann, Simon Wiesenthal a continué à traquer les nazis en fuite malgré les difficultés et les dangers. Il a été notamment la cible de plusieurs menaces, dont un attentat à la bombe qui a détruit son bureau en 1982. Il a également dû faire face à l'indifférence ou à l'hostilité de certains pays qui refusèrent de coopérer ou de livrer les criminels nazis. Il a aussi été critiqué par certains de ses pairs qui lui reprochèrent ses méthodes, ses erreurs ou ses exagérations. Il a néanmoins réussi à obtenir l'arrestation ou la condamnation de plusieurs anciens nazis, dont Franz Stangl, commandant des camps de Treblinka et de Sobibor, Karl Silberbauer, l'officier qui avait arrêté Anne Frank, ou bien Alois Brunner, le bras droit d'Eichmann. Il a également contribué à révéler le passé nazi de personnalités publiques comme Kurt Waldheim, ancien secrétaire général de l'ONU et président de l'Autriche, ou bien Hans Globke, conseiller du chancelier allemand Konrad Adenauer. Simon Wiesenthal a fondé en 1977 le Centre Simon Wiesenthal à Los Angeles, une organisation internationale dédiée à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et le négationnisme. Il a également écrit plusieurs livres, dont Les assassins sont parmi nous, paru en 1967, ou Justice pas vengeance en 1988. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur, le prix Martin Luther King, le prix Nobel alternatif, ou bien le prix des droits de l'homme des Nations Unies. Il a pris sa retraite en 2003, à l'âge de 94 ans, et est décédé le 20 septembre 2005 à Vienne, avant d'être enterré à Herzliya, en Israël, selon ses souhaits. Il a laissé derrière lui le souvenir d'un homme courageux et déterminé qui a consacré sa vie à la justice et à la mémoire. La défaite du régime nazi en 1945 n'a pas signifié la fin de l'influence de ses anciens membres ou collaborateurs dans la société allemande ou internationale. Au contraire, de nombreux anciens nazis ont réussi à se recycler dans des postes de pouvoir ou de prestige en profitant de la guerre froide, de la dénazification incomplète ou de la complicité de certaines organisations ou personnalités. Ainsi, on trouve des traces de la présence d'anciens nazis dans la politique, la justice, l'industrie, la science ou encore l'espionnage. L'un des exemples les plus frappants de la persistance de l'influence nazie dans la politique allemande est celui de Kurt Georg Kissinger, qui a été chancelier de la République fédérale d'Allemagne, la RFA, de 1966 à 1969. Kissinger avait été membre du parti nazi depuis 1933 et avait travaillé au ministère des Affaires étrangères du Reich, où il avait participé à la propagande en faveur du régime. Après la guerre, il avait rejoint le Parti chrétien-démocrate, le CDU, et avait gravi les échelons jusqu'à devenir chef du gouvernement. Son passé nazi avait été révélé au grand public en 1968, lorsque la militante antifasciste Beat Klarsfeld lui avait donné une gifle en pleine séance du Bundestag, en l'accusant d'être un nazi non repenti. Kissinger n'était pas le seul ancien nazi à avoir occupé des fonctions importantes dans la politique ou la justice ouest-allemande. Selon une étude du Centre de recherche sur l'histoire contemporaine, le ZZF, plus de la moitié des employés du ministère de l'Intérieur, entre 1953 et 1959, étaient d'anciens membres du parti nazi. Parmi eux, on trouve Hans Globke, qui avait été conseiller du chancelier Konrad Adenauer et qui avait rédigé des commentaires juridiques sur les lois raciales de Nuremberg. On trouve aussi Theodor Oberländer, qui avait été ministre des réfugiés et qui avait été impliqué dans des massacres de civils en Ukraine. Ou encore Hans Filbinger, qui avait été ministre-président du Bade-Württemberg et qui avait prononcé des condamnations à mort en tant que juge militaire nazi. Un autre domaine où les anciens nazis ont trouvé refuge après la guerre est celui de l'industrie et de la science. En effet, de nombreux scientifiques et ingénieurs allemands qui avaient travaillé pour le régime nazi dans des domaines comme l'aéronautique, la chimie, la médecine ou l'armement ont été recrutés par les États-Unis, la France, l'Union soviétique ou d'autres pays qui voulaient profiter de leurs compétences et de leurs connaissances.
Ces transferts se sont souvent faits dans le cadre d'opérations secrètes, comme dit précédemment avec l'opération Paperclip, qui a permis aux États-Unis de récupérer plus de 1600 scientifiques allemands, dont Werner von Braun, le père des fusées V2, qui a ensuite dirigé le programme spatial américain. Ces scientifiques et ingénieurs ont souvent bénéficié de l'impunité ou de la protection de leurs nouveaux employeurs, qui fermaient les yeux sur leur passé nazi ou leurs crimes de guerre. Ainsi, Walter Schreiber, qui avait été le chef du service médical de la Wehrmacht et qui avait supervisé des expériences atroces sur des déportés, a été engagé par l'armée américaine, puis par l'Argentine, où il a travaillé comme conseiller du dictateur Juan Perón. Ou encore Kurt Blome, qui avait été le chef du service de la recherche bactériologique du Reich et qui avait pratiqué des tests de peste sur des prisonniers, a été recruté par l'armée américaine, où il a travaillé sur la fabrication d'armes biologiques. Un dernier domaine où les anciens nazis ont joué un rôle important après la guerre est celui de l'espionnage. En effet, les services secrets des États-Unis, de la France, de l'Union soviétique ou d'autres pays ont souvent utilisé des anciens nazis comme agents, informateurs, intermédiaires ou consultants en raison de leur expérience, de leurs contacts ou de leur connaissance du terrain. Ces anciens nazis ont ainsi participé à des opérations clandestines, à des coups d'État, à des assassinats ou à des trafics d'armes dans le cadre de la guerre froide ou de la décolonisation. Parmi les exemples les plus célèbres, on trouve Otto Skorzeny, qui avait été le chef des commandos spéciaux du Reich et qui avait notamment libéré Mussolini en 1943. Après la guerre, il avait organisé des filières d'évasion pour les nazis en fuite et avait travaillé comme mercenaire dans divers pays, dont l'Égypte, l'Espagne ou l'Irlande. On trouve ainsi Reinhard Gehlen, qui avait été le chef du service de renseignement militaire allemand sur le front de l'Est et qui avait été recruté par la CIA, qui lui avait confié la création du service de renseignement ouest-allemand, le BND. Ou encore Klaus Barbie, qui avait été le chef de la Gestapo à Lyon et qui avait été surnommé le boucher de Lyon pour ses tortures et ses exécutions. Après la guerre, il avait été employé par les services secrets américains qu'il avait aidé à fuir en Bolivie, où il avait participé au coup d'État de 1980. Que devient-on quand on est le fils ou la fille d'un des principaux responsables du régime nazi, coupable de crimes contre l'humanité? Comment vit-on avec le poids de la culpabilité, de la honte, du déni ou de la révolte? Comment se construit-on une identité propre, loin de l'ombre du père? Voici en tout cas le parcours de quelques-uns des descendants des hauts dignitaires nazis, comme les filles de Himmler ou de Göring, qui ont dû affronter un lourd héritage. Évoquons tout d'abord Gudrun Himmler, qui était la fille unique de Heinrich Himmler, le chef de la SS et de la Gestapo, l'un des principaux architectes de la Shoah. Née en 1929, elle a été élevée dans l'admiration de son père, qui la surnommait Poupée, poupée en français. Elle a grandi dans un environnement privilégié, entouré de cadeaux et de serviteurs, éduquée selon les principes du nazisme et des jeunesses hitlériennes. Elle a également accompagné son père dans plusieurs de ses déplacements officiels et a même visité le camp de Dachau sans se rendre compte de l'horreur qui s'y déroulait. Après la guerre, Gudrun Himmler a appris le suicide de son père qui s'était empoisonné après avoir été capturé par les Britanniques. Elle a refusé de croire à sa mort et a gardé une profonde admiration pour lui. Elle a vécu sous divers pseudonymes et a épousé un journaliste avec qui elle a eu 2 enfants. Elle a même été l'une des fondatrices de l'organisation Stille Hilfe, l'aide silencieuse en français, qui soutenait financièrement et juridiquement les anciens nazis emprisonnés ou en fuite. Elle a notamment aidé Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Elle a également entretenu une correspondance avec de nombreux criminels de guerre qu'elle considérait comme des amis. Gudrun Himmler est morte en 2018, à l'âge de 88 ans. Elle n'a jamais renié son père ni exprimé de regrets ou de remords pour ses actes. Elle a toujours affirmé qu'il était un homme bon, honnête et courageux et qu'il avait agi pour le bien de l'Allemagne. Elle a été surnommée la princesse nazie par les médias et a été considérée comme l'une des dernières représentantes de la fidélité au régime nazi. Autre fille de haut dignitaire nazi, Eda Göring, qui était la fille de Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, le bras droit de Hitler et le successeur désigné du Führer. Née en 1938, elle a été la filleule de Hitler qui lui offrait régulièrement des cadeaux. Elle a vécu dans le faste et le luxe, dans la résidence de son père, le Karin Hall, où elle côtoyait les plus hauts dignitaires du régime.
Elle aussi était très proche de son père, qu'elle admirait et aimait, et a été éduquée selon les valeurs du nazisme et des jeunesses hitlériennes. Après la guerre, son père a été condamné à mort pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Par la suite, elle a été placée sous la tutelle de sa mère, Amy, qui l'a amenée vivre en Bavière, où elle a poursuivi ses études et est devenue secrétaire puis assistante sociale. Elle a vécu par la suite discrètement, sans se marier ni avoir d'enfants. Elle a néanmoins gardé le nom de son père et a revendiqué son héritage, réclamant la restitution de ses biens confisqués par les Alliés et défendant son honneur. Elle a souvent affirmé qu'il n'était pas un criminel, mais un patriote, et qu'il avait été victime d'un complot. Elle a également nié l'existence de la Shoah et a soutenu les thèses révisionnistes. Eda Göring est morte en 2018 à l'âge de 80 ans. Elle a été la dernière descendante directe d'un des principaux dirigeants du régime nazi. Elle a longtemps refusé de reconnaître la responsabilité de son père dans les atrocités commises par les nazis et a maintenu une fidélité aveugle à son idole. Cependant, peu avant sa mort, elle aurait exprimé des regrets et des remords et aurait demandé pardon aux victimes de la Shoah. Elle aurait également déclaré qu'elle n'avait pas été éduquée dans la vérité et qu'elle avait été manipulée par la propagande nazie, faisant ainsi preuve d'une repentance tardive mais sincère. Comme on l'a vu, la fin de la Seconde Guerre mondiale ne signifie pas la fin de la traque des criminels nazis. Et pour cause, certains d'entre eux, responsables de crimes contre l'humanité, parviennent à échapper à la justice en s'exfiltrant d'Europe grâce à des filières clandestines. Si la plupart se réfugient en Amérique latine, notamment en Argentine, au Paraguay, au Brésil et au Chili, quelques dizaines prennent la direction du Moyen-Orient, principalement en Égypte et en Syrie. Là, ils mettent leur savoir-faire au service de ces deux États avec une idée fixe, anéantir Israël, le nouvel ennemi commun. À signaler que les nazis en fuite après-guerre disposent de plusieurs itinéraires pour quitter l'Europe. Le plus fréquenté est celui qui passe par l'Italie, où ils bénéficient de la complicité de certains membres du clergé catholique, comme l'évêque autrichien Alois Udal, recteur du Collège Teutonico di Santa Maria dell'Anima à Rome, un séminaire pour prêtres autrichiens et allemands. Udal fournit en effet aux fugitifs des faux papiers, notamment des passeports du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, et les aide à trouver des bateaux pour l'Amérique du Sud. Parmi les bénéficiaires de cette filière, on trouve Adolf Eichmann, le principal organisateur de la solution finale, Joseph Mengele, le médecin tortionnaire d'Auschwitz, ou encore Franz Stangl, le commandant de Treblinka. D'autres filières passent par la Suisse, l'Espagne ou le Vatican, qui délivrent des laissez-passer à certains nazis, comme le chef de la Gestapo en Slovénie. Ces filières sont souvent financées par des fonds secrets du Reich transférés dans des banques suisses ou espagnoles, ou par des organisations clandestines, comme l'Odessa, l'organisation des anciens membres de la SS, qui dispose de relais dans le monde entier. Comme dit précédemment, certains nazis préfèrent donc, quant à eux, se rendre au Moyen-Orient, où ils espèrent trouver un asile politique et une nouvelle mission. C'est le cas notamment de ceux qui ont des sympathies pour le monde arabe. Citons ainsi le grand moufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, qui a collaboré avec Hitler et qui s'installe au Caire après-guerre. Le moufti recrute en ce sens les anciens nazis pour former et conseiller les armées arabes qui s'opposent à la création de l'État d'Israël en 1948. Parmi eux, on trouve des officiers, des ingénieurs, des experts en propagande, des médecins ou bien des espions. L'un des plus célèbres est Alois Brunner, le bras droit d'Eichmann, responsable de la déportation de milliers de juifs depuis la France, la Grèce, la Slovaquie et la Bulgarie. Brunner réussit à fuir l'Europe en 1954 grâce à un passeport de la Croix-Rouge obtenu par Udal. Il se rend d'abord en Égypte pour le service de renseignement égyptien, puis en Syrie où il devient conseiller du président Hafez el-Assad sous le nom de Georg Fischer. Il participe à la répression des opposants au régime et à la formation des mouvements terroristes anti-israéliens. Il meurt à Damas en 2010 sans jamais avoir été jugé pour ses crimes. Un autre nazi notoire qui trouve refuge au Moyen-Orient est Otto Skorzeny, surnommé le Scarifié à cause de sa cicatrice au visage. Comme dit précédemment, Skorzeny est l'ancien commando SS qui a notamment participé à la libération de Mussolini en 1943. Mais après-guerre, il s'évade d'un camp de prisonniers américains et rejoint l'Odessa. Il est recruté par le Mossad, le service secret israélien, qui lui propose de travailler pour lui en échange de l'abandon des poursuites à son encontre.
Scanseni accepte et devient donc un agent double qui infiltre les réseaux nazis au Moyen-Orient et fournit des informations aux Israéliens. Il meurt en Espagne en 1975. La fuite d'anciens nazis au Moyen-Orient est un épisode méconnu de l'histoire de l'après-guerre qui montre comment certains criminels ont pu échapper à la justice et poursuivre leur idéologie haineuse sous d'autres cieux. Ces nazis ont contribué à alimenter le conflit israélo-arabe en apportant leur expertise militaire, technique, politique et idéologique au régime hostile à Israël. Ils ont également entretenu des liens ambigus avec les services secrets des deux camps qui les ont utilisés comme des pions dans leur guerre secrète. Leur traque a mobilisé des chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal ou bien Serge Klarsfeld qui ont tenté de les démasquer et de les traduire en justice, parfois avec succès, parfois sans résultat. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.